Après, pour alimenter en énergie électrique ces muscles, on peut utiliser une biopile au glucose qu'une équipe grenobloise a mis au point l'année dernière. Donc, c'est des piles qui utilisent des morceaux de graphite creux qui sont imprégnés d'enzymes adéquates pour pouvoir dégrader d'un côté le glucose et de l'autre l'oxygène. En fait, le fonctionnement est assez simple. On a simplement un vaisseau sanguin qui est connecté à les biopiles. Donc le sang passe à travers les deux électrodes. Dans chacune d'entre elles, soit le glucose, soit l'oxygène est dégradé par des réactions d'oxydoréduction. On va avoir création d'un courant électrique entre ces deux électrodes, donc avec consommation du glucose et de l'oxygène. Un peu comme des cellules ordinaires. Mais ici on crée un courant au lieu de créer des mouvements mécaniques. Donc là, ces biopiles sont compatibles avec le milieu interne humain. Ils ont été testés aussi, bien sûr, chez les rats pour l'instant. La puissance délivrée par leur prototype est d'à peu près 25 microwatts par millilitre d'enzymes utilisées, ce qui est déjà largement suffisant pour un pacemaker notamment. Pour des muscles, par contre, il faudra quand même qu'on gagne au moins 3 ordres de grandeur pour que ce soit efficace. Mais comme c'est juste le premier prototype, il y a encore de la marge. Et enfin, donc, ça veut dire aussi que si une personne est dotée d'une pub biomécanique et que donc elle utilise des muscles qui vont consommer un peu d'énergie électrique, elle devra forcément manger un peu plus pour pouvoir fournir l'énergie nécessaire. On ne gagne rien sans rien, donc c'est pas forcément beaucoup parce que c'est genre 1 watt ou 2 watts d'énergie nécessaire, mais ce sera quand même quelque chose à tenir compte dans le métabolisme. Ensuite, il nous reste le troisième gros morceau, le plus gros, c'est ce qui concerne le museau. Alors, la fabrication d'un museau est assez similaire à celle de la queue, c'est à peu près la même chose. On a des os, des muscles, des nerfs, connectés ensemble. Mais le problème principal, c'est de l'interfacer correctement avec les os, les muscles et les nerfs déjà présents sur la face d'un humain. Parce que là, en fait, on nécessite ici des greffes qui sont au moins de la complexité des greffes de visage total qui ont déjà été réalisées. Même si, dans ce cadre-là, on travaille sur un sujet qui est sain, avec un visage qui est complet, sans problème préexistant, et en plus sans problème de rejet, puisqu'on utilise des cellules souches du patient pour fabriquer le museau. Mais il reste quand même toujours des difficultés. Donc l'une des principales, c'est le raccord ici de la mandibule. Donc il faut créer une extension de la mandibule inférieure donc, pour fabriquer au niveau du museau, mais ensuite il faut la greffer au niveau de la mâchoire déjà existante, sans avoir trop de problème. Ça veut dire probablement qu'il faut retirer toutes les dents de devant, greffer ensuite le reste sur le reste de la mâchoire et des gencives, et faire en sorte qu'on ait une bonne continuité tout du long. Et aussi probablement greffer un bout de langue artificielle supplémentaire pour compenser la longueur rajoutée. Donc là, il faut innerver correctement tous les muscles faciaux pour conserver une expressivité convenable, parce que sinon, en fait, au niveau social, ça devient un handicap assez lourd. On a vu, je ne sais pas sur vous ceux d'entre vous qui ont vu les interventions des greffés du visage à la télévision, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'ils portent un masque, parce qu'ils n'ont pas une très bonne expressivité faciale, et ça rend leur intervention assez délicate. Et puis il y a aussi le problème en fait de la puissance musculaire donnée au niveau du museau, parce que si on ne touche pas aux muscles temporaux qui servent à bouger la mâchoire, on va forcément, à cause du bras de levier supplémentaire, avoir moins de puissance musculaire, moins de puissance disponible pour mastiquer notamment, ou pour parler, ce qui peut gêner un peu la vie quotidienne. Et puis après, il reste... Ouais. Et après, en fait, il reste toujours le problème que si on modifie la forme de la bouche, la forme des lèvres, on va modifier l'élocution de la personne. Elle ne va plus avoir la même voix. Et c'est quand même quelque chose qui peut être important quand on fait une modification physique aussi importante. Parce qu'il n'y a pas que le physique, il y aura aussi la voix qui va changer. Et ça va quand même être un facteur important au niveau psychologique. Et là, si on est obligé d'apprendre un peu de ventriloquie pour pouvoir prononcer des lettres comme P, B, etc., parce que sinon, en fait, avec les lèvres qu'on a, on n'y arrive pas, ça devient quand même un peu plus complexe.
Par rapport au... c'est pas vraiment vu, mais est-ce que ça marche là, parce que là, tu prends un exemple particulier, pour les autres espèces, comme les filets, des choses comme ça, le museau est beaucoup plus petit, donc est-ce qu'il sera obligatoirement aussi un raccord de mandibule? Pas forcément, justement. J'ai une illustration plus loin qui montre que pour des félidés, notamment, des opérations beaucoup plus simples, comme une rhinoplastie, quelques implants subcutanés, peuvent suffire à donner une bonne allure au niveau pseudo-museau, qui suffira en fait pour obtenir une apparence convenable. Et les moustaches? Ah, on peut les greffer au niveau du museau quand on le fabrique. Après, pour obtenir vraiment les capacités de moustache, il faudra aussi que l'on ait les bonnes... on ait aussi les cellules sensibles correspondantes et les nerfs qui vont avec. Ça, c'est plus délicat, même si c'est possible, parce qu'en fait, on peut dériver des cellules sensibles à la pression qui sont présentes dans la peau pour justement faire fabriquer au niveau des zones où on aura les moustaches ensuite. C'est possible. Après, c'est vrai qu'au niveau raccordement et autres, ce sera un apprentissage supplémentaire pour décoder les informations venant des moustaches, puisque c'est pas habituel chez l'homme. Après, il nous reste bien sûr le dernier point, c'est la fourrure. Là, c'est plus délicat, enfin c'est assez délicat dans le sens, on sait que ça existe. Il y a déjà des humains qui ont souffert de syndromes qui provoquaient la pousse généralisée de fourrure, sous différentes formes et sous différentes caractéristiques. Donc ici, on a deux exemples. Stéphane Lemion, qui était un pensionnaire du cycle Barnum au XIXe siècle, qui souffrait lui de ce qu'on appelle l'hypertrichose congénitale. Ici, on a le cas d'une jeune chinoise qui a eu un grain de beauté poilu qui s'est étendu sur pratiquement tout son dos et ses bras, donc en formant ici une fine fourrure grise, un peu de fourrure de souris. Donc on a différents exemples assez rares et très spectaculaires de cette modification de la pilosité humaine, qui peuvent être dues à plusieurs cas. Donc hypertrichose induite dans le cas de l'utilisation de certains médicaments peuvent provoquer la pousse de fourrure. On a également chez les femmes le point de dysurtisme, c'est-à-dire en fait des excès d'hormones mâles qui provoquent la création d'une pilosité masculine, donc les femmes à barbe. Et puis en fait le cas donc, des grains de beauté géants, comme ici, donc c'est d'origine congénitale, qui s'étendent. Donc on sait qu'il est possible d'ailleurs la croissance généralisée de fourrure par un traitement, par exemple un traitement hormonal ou un traitement médicamenteux, mais le problème c'est que ce traitement devra être probablement pris à vie, ou en tout cas suffisamment longtemps pour que la fourrure se développe. Les hormones ont forcément des effets notables sur les caractéristiques sexuelles secondaires, donc elles ne peuvent pas être recommandées, notamment pour les femmes, femelles. Et puis la longueur et la couleur du poil ne sont pas véritablement maîtrisées avec ces techniques. On ne sait pas justement très bien qu'est-ce qui régule la longueur et la couleur exacte du poil. Donc chez les humains, donc c'est un peu délicat d'arriver à un bon résultat. Et donc logiquement la pilosité qui arrive au niveau des bras ou du torse correspond forcément à celle qui est des cheveux. Bon, moi je ne suis pas un bon exemple, mais voilà. Mais pour la plupart, je pense que le résultat, ça sera ça, c'est la couleur de la fourrure qu'on a dans les bras sera peut-être sans doute équivalente à celle qu'on a au niveau des cheveux, ou des choses comme ça. Et ce qui va justement poser un problème si l'on veut. Alors, après, l'apparence n'est pas tout, il y a également l'essence. Donc là, tout d'abord, il ne faut pas penser qu'on va pouvoir obtenir un nez de chien avec des méthodes conventionnelles. Parce que les chiens ont une surface de réception beaucoup plus importante, pratiquement 10 à 20 fois plus de récepteurs, et ils consacrent 10% de leur cerveau au décodage des informations orales. Ils sont capables de sentir notre cerveau. Donc en fait, il y a au moins deux méthodes qui sont possibles pour pouvoir augmenter la sensibilité olfactive chez les humains, c'est la stimulation chimique et les méthodes de stimulation magnétique transcrânienne. Pour la stimulation chimique, on a un témoignage de première main du neurologue Oliver Sacks qui, lorsqu'il était étudiant en médecine, s'est retrouvé à un moment avec un nez quasiment de chien après une nuit à avoir pris des drogues pas très conseillées. Donc en fait, principalement, ses caractéristiques, c'est qu'il était capable de reconnaître les gens par l'odorat, avec donc une face olfactive qui était au moins, voire même plus sensible
que la face visuelle qu'il pouvait avoir. Et il était capable de sentir les émotions des personnes également, donc peur, etc. Et également, il pouvait sentir les odeurs sexuelles. Mais contrairement à ce qu'on peut voir dans les sites furry, ces odeurs sexuelles n'étaient pas plus excitantes que les odeurs de nourriture ou quoi que ce soit. Ça signifie qu'un d'entre eux ne sera pas forcément, ne risque pas forcément d'être complètement dérouté de son travail s'il y a une femme qui passe à côté. Voilà. Il y a une autre chose à connaître. Et puis en fait, l'origine principale de ces capacités sont dues en fait à la stimulation ici de l'oncos, qui est situé ici dans le système limbique, au centre du cerveau, qui gère en fait à la fois la sensibilité émotionnelle et une partie de la sensibilité olfactive. Donc, si on peut utiliser des médicaments ou une stimulation par électrode qui se situe à ce niveau-là, on pourra potentiellement augmenter la capacité olfactive humaine. Mais le contrôle sera délicat parce qu'on a justement la neurochimie sera un peu bouleversée et là on risque d'avoir des effets secondaires assez importants. Et quels seraient ces effets secondaires à peu près théoriquement ? Là en fait il mentionnait qu'il y avait aussi des effets au niveau émotionnel, il y avait un sentiment de nostalgie permanente qui n'était pas présent dans son caractère initial, donc on a quand même des modifications au niveau potentiellement comportemental ou émotionnel qui ne sont pas négligeables, qui peuvent avoir un effet qui peuvent changer son caractère, le caractère d'une personne vis-à-vis des autres. Donc c'est pas... Voilà. Et la deuxième possibilité, donc ici, c'est la stimulation transcrânienne. Donc le principe, c'est qu'on effectue une impulsion magnétique avec des bobines au niveau du cortex. Par le magnétisme, on crée un champ électrique local au niveau des neurones et ça va modifier de manière durable leur activité. Et là, une étude réalisée montrait qu'il était possible de restaurer l'odorat de parkinsonien sévère de 80% des cas sur au moins, cela sur au moins 5 ans. Donc qu'est-ce qui se passe si on fait la même procédure sur des sujets sains, donc en stimulant la même zone du cerveau? Ah, c'est à voir. Parce que ça pourrait peut-être justement accroître les capacités olfactives de manière comme ça durable. C'est-à-dire si on a besoin de repasser chez le médecin tous les 5 ans pour maintenir cette capacité, c'est quand même assez peu cher payé. Après pour lui, on sait qu'on a des pavillons d'oreilles plus grands, ça entraînera une amélioration automatique de la sensibilité auditive. Mais on peut toujours essayer aussi de stimuler le cortex auditif primaire donc pour augmenter aussi le volume de perception donc par chimie ou par stimulation magnétique. Mais là, on a un risque d'hyperacousie, donc de sensibilité auditive excessive qui rendrait la vie sociale quasiment impossible. N'importe quel bruit devient insupportable pour quelqu'un souffrant d'hyperacousie. Donc c'est quelque chose où il faut être bien régler si on veut arriver au jeu. Après, donc, pour ce qui est du protocole, c'est assez simple. On prélève des cheveux sur le patient. On transforme les cellules du bulbe en cellules souches embryonnaires via une méthode que j'indiquerai plus loin. Et ensuite, on fait se différencier ces cellules donc en cellules multi- ou unipotentes qui vont bien. Après, on combine ces cellules souches avec les différents supports dont on a besoin. On assemble les différents supports imprégnés de cellules souches. On fait incuber le tout pour que ça fabrique les tissus dont on a besoin. Et après, on contrôle la qualité des organes supplémentaires obtenus, donc queue, griffes, etc. Et puis après,